Au sommaire, la SNCITEC sacré étalon d'or 2022 de l'industrie burkinabé. La 4e édition du prix étalon de l'industrie burkinabé a connu son épilogue. 2 autres lauréats étaient sur la plus haute marche. Images et commentaires dans cette édition. Nous irons à Bunkane, en Côte d'Ivoire, où l'exemple de l'Association pour la promotion féminine de Gawa en matière de lutte contre les violences basées sur le genre fait école. Cette association partage son expérience avec des femmes leaders d'associations de 5 pays de la sous-région, dont le Burkina. Et l'aventure à Léo se poursuit avec aujourd'hui un coup d'œil sur le quotidien des Léovillois. Pas de temps à perdre. Entre récolte et course, les habitants de Léo sont pour la plupart d'entre eux sur plusieurs fronts, comme vous allez le constater dans cette édition. Voilà qui fait la une. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous informer sur la RTB. Le prix étalon de l'industrie burkinabé édition 2022 a connu son dénouement ce 1er décembre à Bobo Dioulasso. Une vingtaine d'unités industrielles étaient en compétition. 3 lauréats se sont hissés sur la plus haute marche. Et c'est la SNCITEC qui repart avec le plus prestigieux des trophées, l'étalon d'or 2022 de l'industrie burkinabé. Kassono Milogo, Adama Julien Dambélé. L'étalon d'or 2022 de l'industrie burkinabé revient à la doyenne des huileries, la SNCITEC. Derrière elle, les sociétés d'agroalimentaire Anatrans SA et Timini SARL occupent respectivement la 2e et la 3e place. Elles remportent donc l'étalon d'argent et celui de bronze à la faveur de cette 4e édition de la Semaine de l'industrie burkinabé. Ce prix représente pour moi et pour l'ensemble du personnel de la société une nouvelle source de motivation. Nous faisons la course en avant. Et nous continuons de faire la course en avant pour le bonheur des consommateurs qui sont en tout cas nos premiers prescripteurs. Pour les industriels du Burkina, c'est toujours maintenir le cap et aller au-delà, dans l'excellence, dans leur contribution au produit intérieur brut et dans leur contribution à la production même nationale et l'exportation du pays, afin que nous puissions engager les valeurs et les revenus pour le bonheur de notre population. Le prix étalon de l'industrie burkinabé a réuni cette année une vingtaine d'unités industrielles, dont 7 de Bobo Dioulasso et 13 de Ouagadougou. Et pour les départager, plusieurs critères ont été déterminants. La condition était d'abord que ce soit une entreprise industrielle qui existe depuis 5 ans sur le territoire national. Il y a donc le délai de transformation des produits locaux. Et il y a aussi donc, comme entre autres critères, le degré d'innovation dans le secteur d'activité, le degré donc de leadership. Et il y a aussi les critères liés donc au caractère pionnier ou non dans le secteur d'activité. Au regard donc de la satisfaction des critères d'éligibilité, que les 3 lauréats ont été retenus. Institué depuis 2018 avec pour vocation d'impulser le rayonnement du secteur industriel, le prix étalon de l'industrie burkinabé est décerné chaque année en marge de la Semaine de l'industrie dont la présence se tient du 1er au 2 décembre. À l'occasion, des attestations d'encouragement et de remerciement ont été décernées à titre normal et posthume aux acteurs clés du domaine. Et comment donner une plus-value aux acquis du projet Énergie et croissance économique durable dans la boucle du Mouhoun. Lancé en novembre 2018, ce projet a réalisé le raccordement de 16 localités au réseau électrique national, l'équipement de 39 CSPS en système solaire PV et la mise en service d'une zone d'activité électrifiée, entre autres. C'est du moins le bilan dressé par les acteurs au cours d'une rencontre à Ouagadougou, compte rendu de Urbain Benito Somé et Oumou Sissé. Le projet Énergie et croissance économique durable dans la boucle du Mouhoun et Sed Mouhoun s'achève bientôt. Mais avant, l'heure est à la capitalisation des acquis. En 5 ans de mise en œuvre, des résultats probants ont été atteints et même dépassés. L'appui à des groupements de femmes pour les activités génératrices de revenus avec l'énergie solaire. Également une zone économique de développement, donc la ZAE, qui permet d'accueillir des petites et moyennes entreprises. Donc appuyer, également développer toute une chaîne de valeur au niveau de l'artisanat local pour pouvoir maintenir ces installations.
Également donc 16 localités qui ont été donc électrifiées, donc permettre à les populations de pouvoir accéder à l'énergie donc en tout temps, jour et nuit. Également 39 centres de santé qui aujourd'hui disposent de l'énergie solaire. Autant de réalisations du projet ECED qui ont contribué à améliorer la vie des ménages ruraux. Selon le département en charge de l'énergie, pour un développement réussi de la région, il est important que les populations consolident les acquis du projet. Il y a un impact important au niveau des femmes et des hommes au Mouhoun. Et nous avons besoin de continuer. Nous avons besoin de dupliquer cela. Donc c'est véritablement important. Et nous espérons que la même dynamique pourra être en tout cas dupliquée pour la phase à venir. Prévu pour prendre fin officiellement en avril 2023, le projet ECED Mouhoun est prolongé jusqu'en fin novembre de la même année. Mis en œuvre par l'agence d'exécution K-Water International, le projet ECED Mouhoun est cofinancé par le ministère des Affaires mondiales du Canada, l'agence burkinabé de l'électrification rurale et Windiga Energy. La Semaine nationale de l'économie verte et des systèmes de mesurage, de rapportage et vérification a refermé ses portes. Lancée le 30 novembre dernier à Ouagadougou, c'est un cadre offert aux défenseurs de l'environnement de dresser le bilan et formuler des recommandations pour une meilleure protection et promotion de l'environnement au Burkina. Amadou Ilboudo et Amandine Lalsaga. Paris réussi pour cette première édition de la Semaine nationale de l'économie verte et des systèmes de mesurage, de rapportage et de vérification. Organisée par la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique, en collaboration avec l'Institut mondial pour la croissance verte et le Partenariat pour l'action en économie verte, ce grand rendez-vous a mobilisé plus de 300 participants autour des différents panels et l'aire d'exposition, plus de 500 visiteurs. Le GDGI a soutenu l'organisation de cette Semaine nationale de l'économie verte et je suis très contente avec les résultats. Je trouve qu'on a vraiment eu de l'impact dans le sens d'avoir amélioré la compréhension au plan national de ce que c'est l'économie verte et quelles sont les opportunités pour le pays dans l'économie verte. Parmi les recommandations formulées figure la mise en place et l'animation d'un mécanisme national efficace de coordination en vue d'assurer la transition vers une économie verte inclusive et la recherche d'opportunités de financement. Les résultats sont plus que satisfaisants. Et vous avez vu toutes les thématiques qui ont été développées durant ces 3 jours, des thématiques portant sur le concept lui-même, le concept d'économie verte, également les enjeux et les acquis de l'économie verte au Burkina Faso et naturellement les perspectives. Aujourd'hui, je pense que c'est une fierté, mais c'est également un grand défi. Dans la foulée, le ministre Augustin Kaboré de l'Environnement annonce l'inscription du lit budgétaire pour 2023. Il s'engage également à œuvrer pour la pérennisation de ce cadre d'échange. Les acteurs du projet de renforcement des capacités des agences de l'eau du Gourma et du Liptako étaient en concertation cette semaine à Ouagadougou. Ils ont dressé le bilan du projet qui arrive à son terme et exploré les voies et moyens à même de renforcer les acquis, cela dans le but d'une gestion durable des ressources en eau au Burkina. Le point de la rencontre avec Kwale Nibié et Maxime Zongo. La gestion intégrée des ressources en eau, voilà le mode privilégié par le Burkina pour rendre ce liquide vital disponible en quantité et en qualité. Et cela de façon durable. L'idée qui est soutenue par l'Union européenne a permis au consortium WaterAid, l'agence de l'eau du Liptako et l'association Eau, Développement et Environnement de dérouler son programme. Ces 3 jours ont permis effectivement de faire un bilan de mise en œuvre et aussi de partager les expériences que les acteurs ont menées sur le terrain, de manière à ce qu'on puisse voir quelles sont les attentes vis-à-vis des engagements initiaux et quelles sont les difficultés que les gens ont rencontrées. Du bilan de fin de projet, de nombreux acquis ont été quantifiés. Des acquis appelés à être pérennisés et des engagements fermes ont été pris dans ce sens. L'idée ici, c'était de
d'accompagner les agences à rendre l'agir opérationnel au niveau local. Il s'agissait de donner du relief à la gestion intégrée des ressources en eau au niveau local. Des outils, des approches à travers des formations et accompagnements ont permis donc de donner à ces agences les outils pour avancer dans le cadre de leur programme. Cette rencontre de Ouagadougou était donc une opportunité pour les différents acteurs de mutualiser leurs connaissances pour un meilleur impact des actions du projet. Elle a donc permis aux différents acteurs de mieux cerner les défis à relever et surtout d'envisager les meilleures stratégies pour des résultats encore plus performants. Et lutte contre les violences basées sur le genre, on en parle dans ce 13h, comme je vous le disais en titre. Et c'est le réseau ouest-africain des associations et organisations féminines de lutte contre les violences basées sur le genre qui offre l'opportunité à plusieurs dizaines de leaders d'associations de 5 pays de la sous-région, dont le Burkina Faso, de renforcer leurs capacités. L'activité se déroule à Doropo, dans la région de Bunkani en Côte d'Ivoire, et est pilotée par l'Association pour la promotion féminine de Gawa à Addis Abeba. L'expertise burkinabé en matière de lutte contre les mutilations génitales féminines partagée ici à Doropo, localité située au nord-est de la Côte d'Ivoire. C'est à l'occasion d'un forum qui réunit des leaders d'associations féminines venus de 5 pays de la sous-région. L'initiative est du réseau ouest-africain des associations et organisations féminines de lutte contre les violences basées sur le genre. En 2019, il y a eu une recrudescence à Périban où il y a 40 filles qui ont été excisées. Et l'exciseuse a fui pour être en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes venus ici à Doropo, à Ouah, au Mali, à Oussikasso et autres, pour faire une sensibilisation transfrontalière. Et c'est ce qui nous a amené même à créer le réseau ouest-africain de lutte contre les violences basées sur les genres. Vraiment, c'est très bien. C'est ça il faut, pour que ce n'est pas d'aller arrêter les gens seulement qu'il faut, qui va le faire arrêter. Mais si on les sensibilise, ils savent que ce n'est pas bon. Vraiment, c'est un truc qui nous a plu beaucoup. Et vraiment, je le félicite beaucoup. Je pense que vraiment, ça va porter et ça va aller très loin. Convaincre les acteurs plutôt que de les combattre, c'est l'approche utilisée par l'Association pour la promotion féminine de Gawa APFG dans cette lutte contre la pratique de l'excision. Et pour la partie ivoirienne, il faut à tout prix une mutualisation des forces et une synergie d'action en vue de venir à bout du phénomène. C'est de les accompagner en tant que politique au niveau de la sensibilisation, souvent au niveau des moyens financiers, afin que ces femmes, afin que ces ONG puissent entrer dans tous les hameaux pour traquer ces femmes qui n'ont pas encore compris qu'elles sont en porte-à-faux avec la loi. L'excision est un délit condamné par tous les pays de la sous-région. Et à ce titre, nous qui sommes des acteurs politiques, il nous appartient d'accentuer la sensibilisation. Désormais, l'heure est à la reconversion des ex-exciseuses au niveau de la sous-région. Un programme porté par le réseau ouest-africain des associations et organisations féminines de lutte contre les violences basées sur le genre. Après Doropo, le réseau prévoit une formation de l'ensemble des ex-exciseuses en vue de faire d'elles des messagères de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Les femmes migrantes subissent toute forme de violence du fait de leur statut de femme sur les routes migratoires, selon le projet d'appui à la protection des migrants les plus vulnérables qui mène le plaidoyer pour une prise en compte du genre dans les questions migratoires. C'était au cours d'un panel organisé à Ouagadougou par Nexus Genre et Migration et à l'occasion, les participants ont été outillés sur le sujet. Explication de Souleymane Sanou et Maïmouna Traoré. Les acteurs de mise en œuvre du projet d'appui à la protection des migrants les plus vulnérables plaident pour une prise en compte du genre dans les questions de migration. À travers ce panel sur Nexus Femmes, Genre et Migration, il s'agit de renforcer la compréhension et les compétences opérationnelles des participants sur la traite des personnes, la protection des migrants, ainsi que le lien entre genre et migration. Les femmes sont encore aujourd'hui très fortement victimes de différents types de violations, dont la traite des personnes, dont les abus et les violences sexuelles. Maintenant, est-ce que les politiques au niveau national, les stratégies sur la migration au niveau national sont favorables à la femme, sont favorables à la prise en compte du genre? C'est cela que nous voulons questionner aujourd'hui
La réflexion porte sur plusieurs thèmes: genre et migration dans le contexte burkinabé, défis et perspectives, les femmes en situation de mobilité, risques et besoins, la traite des personnes et la dimension genre, comment procéder à la réparation des victimes. Il y a la réparation psychologique, il y a la réparation judiciaire, mais en amont, il y a aussi des interventions à travers la sensibilisation. Il y a aussi des recherches, actions qu'il faut mener avec d'autres partenaires pour mettre tout le monde au même pied d'information sur les phénomènes de la traite au Burkina Faso et aussi promouvoir les droits des victimes à accéder à la justice et à avoir réparation. Cette rencontre devrait aboutir à la mise en place d'un noyau de formateurs sur la migration au profit des forces de défense et de sécurité et des acteurs de la protection civile. Le plaidoyer se mènera aussi pour l'intégration du module migration et protection dans les académies de formation des forces de défense et de sécurité. Elle se veut un cadre de réflexion avec les acteurs du monde de la gestion des ressources humaines. La 10e édition des Journées nationales des ressources humaines a débuté ce 1er décembre à Koudougou. Portée par l'Association burkinabé des gestionnaires des ressources humaines, l'activité entend être une force de proposition auprès des pouvoirs publics, des chefs d'entreprise et des partenaires sociaux. Compte rendu de Rasmani Zoundi et Mariama Tamboura. Des travailleurs au cœur de cette rencontre avec les gestionnaires des ressources humaines des ministères et institutions. Un cadre d'échange et de plaidoyer initié par l'OST, l'Office de santé des travailleurs. L'activité se tient sous le leadership du ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. L'objectif ici, mettre à contribution ces directeurs de ressources humaines et autres gestionnaires pour susciter l'adhésion des travailleurs du secteur public aux prestations de l'OST. Les prestations de l'OST, c'est essentiellement des prestations de prévention. Alors, on veut faire en sorte que le travailleur, dans son poste, le travail qu'il fait n'est pas une influence négative sur sa santé. Et nous travaillons véritablement à maintenir un bon état de santé des travailleurs, surtout dans leurs postes de travail. La modicité du paquet de services offerts aux travailleurs est, selon les responsables de l'OST, l'un des éléments mis sur la table par les travailleurs pour ne pas prendre part à la visite médicale. Sur la question, le ministre de la Santé rassure, des engagements sont pris pour élargir davantage l'offre de services. C'est de travailler à faire en sorte que l'Office de santé des travailleurs puisse avoir de plus de ressources. C'est une priorité pour le gouvernement de mettre la prévention en avant plutôt que de continuer à courir sur le curatif. Selon les statistiques, à la date du 30 novembre 2022, seulement 15 026 travailleurs sont passés devant les équipes de l'OST et ce, sur près de 200 000 travailleurs de la fonction publique. Il faut donc renverser cette tendance et tous espèrent qu'au sortir de ces échanges, des stratégies puissent être développées pour éviter une altération de la santé des travailleurs. Dans la suite de notre feuilleton, une semaine à Léo, nous jetons un regard sur le quotidien des habitants de la localité. Entre récolte et course, la journée du Léovillois est compartimentée de sorte à pouvoir être sur plusieurs fronts. Notre équipe s'est intéressée à un producteur du nom de Anas Yago, cultivateur de son état, mais très engagé dans les organisations paysannes. Le quotidien des Léovillois, c'est un dossier signé Kwale Nebié et Jérôme Tendano. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Anas Yago en périphérie du secteur 5 de Léo. Il est 5h30 du matin. Anas est un producteur très attaché à l'agriculture. Du café pour réveiller les sens avant une immersion dans le quotidien de ce Léovillois. Les animaux de la basse-cour attendent eux aussi leur petit déjeuner. L'invite à la table se fait dans un langage codé. Tant mieux, ils se comprennent. Nous pouvons à présent accompagner Anas pour la visite de son champ comme chaque matin. Une exploitation de 30 hectares, repartie entre plusieurs spéculations. La deuxième décade du mois de novembre, c'est les récoltes.
Période donc critique pour les producteurs. On ne veut pas laisser les récoltes traîner au champ dans un premier temps à cause des feux de brousse qui risquent de se déclencher bientôt. Et pire encore, les dégâts d'animaux que nous vivons par-ci et par-là sont tous des phénomènes qui sont des risques majeurs qui peuvent emporter facilement la chair de plus de 6-8 mois qu'un acteur a eu à faire couler. Aucun dommage constaté. Le programme de la journée est chargé. Pas de temps à perdre. Ce matin, Anas veut mettre en tas les tiges de maïs déjà récoltées. Il est 7 heures. Nous n'avons qu'environ 2 heures pour ce travail. Ça consiste non seulement à retoucher le sol, c'est-à-dire qu'on a pris du sol pour nous nourrir, on lui retourne et en même temps ça sert à protéger les racines du manioc dans les rayons solaires. 9h30, Anna s'est attendue en ville pour une formation en agriculture contractuelle. Quelques dernières vérifications en famille et c'est bon. On peut embarquer pour le siège de la Fédération Nyanzoué où la fin est finie de Léo. Les participants sont venus de plusieurs quartiers et villages de Léo. Mais quel est le quotidien de ces derniers? En tout cas, Léo ici, tout le monde travaille. On ne reste pas sur le plat du coup de gauche à droite pour rassembler. Seul d'un côté, ça ne peut pas aller. Donc, on est dans le commerce, on est dans l'agriculture pour se compléter. Moi, je sens en fait en moi une fierté, une satisfaction. Et ma prière est que vraiment, il n'y ait jamais ce jour-là que je vais me lever sans trouver de quoi occuper mon temps avec. J'ai commencé d'abord par le broyage de mes feuilles de moringa. À donner à manger au pintado, aller regarder effectivement si les gens étaient en train de conditionner le maïs. Voilà, qu'on a égrené hier. Il faut aller regarder l'irrigation de la papaye. J'ai fait à la papaye aussi. J'ai un quart d'hectare de papaye. Ici, au fini, il faut courir à la maison parce qu'on a laissé beaucoup d'estan en fait. Tous réintègrent la salle pour la suite de leur formation de quelques jours. L'emploi du temps tient d'ailleurs compte de cette réalité qui tend à être une tradition à Léo. Diversifier ses activités tout en veillant à ne négliger aucune. Voilà, un reportage à suivre encore dans nos prochaines éditions. Dans un tout autre registre et direction Boucle du Mouhoun, l'association Jeunesse Espoir et Solidarité de Boromo et l'ambassade du Canada au Burkina apportent leur soutien à 200 femmes et jeunes filles de la commune de Boromo, dont 160 sont des personnes déplacées internes. Cette aide se matérialise par une formation en technique de transformation des produits agroalimentaires. Les bénéficiaires ont reçu ce 26 novembre un équipement pour leur installation. Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Hélène Sebro. Du couscous, des pâtes d'arachide, des biscuits de sésame et des jus de fruits, ce sont là quelques produits agroalimentaires fabriqués par ces femmes. Grâce à l'association Jeunesse Espoir et Solidarité, elles sont 200 femmes et jeunes filles, dont 160 personnes déplacées internes, à être encadrées au cours du mois d'octobre et de novembre, afin de leur permettre de poursuivre la transformation de leurs produits agroalimentaires. Elles reçoivent ici des vivres et du matériel de la part de l'association et son partenaire. Ce que nous avons appris va nous permettre d'exercer des activités génératrices de revenus afin d'aider nos familles. Nous disons merci aux initiateurs du projet. Pour mieux les encadrer, la formation est faite par groupe de 4 coopératives de transformation des produits agroalimentaires. Ces coopératives, une fois sur le terrain, recevront l'accompagnement des autorités provinciales des balais. Après l'identification, nous les avons organisées dans les domaines de formation, parce qu'il y en a 4, voilà, domaines de transformation agroalimentaire.
Et la programmation a été faite par coopérative. Et elles ont été assidues, elles ont suivi et les produits sont là. Nous ne pouvons que les féliciter d'abord pour eux, voilà, leur assiduité lors de ces jours de formation. Aussi, nous restons disponibles pour les accompagner parce que l'objectif ici est que ces femmes arrivent vraiment à être autonomes, voilà, à faire prospérer ces activités génératrices de revenus. La formation de ces femmes et jeunes filles a été possible grâce au soutien de l'ambassade du Canada au Burkina à travers le Fonds canadien d'initiative locale à plus de 15 millions de francs CFA. Dans le plateau central, l'Institut Lumen de Zignaré célèbre ses 20 ans au service de l'éducation. L'Institut a ouvert ses portes en 2002 avec à son actif une école maternelle. Le compteur affiche aujourd'hui, en plus de l'école maternelle, une école primaire et un collège. Ce 26 novembre, l'établissement a marqué une halte pour évaluer ses acquis et mieux planifier l'avenir. Kanson Koulbali et Karim Bichenga. Nous disons un grand merci à tous les parents. Ange parle aux parents d'élèves, aux encadreurs et aux fondateurs de son établissement, l'Institut Lumen de Zignaré. Son école souffle aujourd'hui sa 20e bougie. Des moments de réflexion et d'évaluation des acquis du dit établissement. Aujourd'hui, l'établissement compte 450 élèves et nous avons une capacité de 500 élèves. Nous avons cheminé et nous avons présenté les premiers candidats à l'examen du CEP. Et cette première expérience a été une expérience formidable. Nous avons fait 100%. On s'est dit, mais est-ce qu'un accident ou est-ce vraiment la qualité du travail que nous faisons? La deuxième promotion a refait 100%. La troisième promotion a fait 100%. Pendant 10 années sans s'arrêter. Donc véritablement à ce niveau, on peut dire que c'est un bilan positif. L'Institut Lumen compte également un collège, en plus de la maternelle et l'école primaire. Pour le fondateur, le mérite de tous ces résultats revient aux élèves, aux enseignants et aux partenaires de l'école. Le vœu des partenaires est le maintien de la culture de l'excellence. Nous souhaitons qu'ils poursuivent effectivement ce combat et surtout la recherche de l'excellence pour que d'ici 5, 6 ou 10 autres années, ça soit vraiment une école d'excellence qui a tous les niveaux. Donc ils ont une école primaire, ils ont un secondaire, certainement qu'il y aura le supérieur et que toute la chaîne soit bouclée pour que cette école construise vraiment à l'éducation, à la formation des leaders de demain, des leaders qui vont participer à la construction du Burkina. L'Institut Lumen a ouvert ses portes en octobre 2002 par le préscolaire. 20 ans après, son fondateur envisage l'ouverture d'un second cycle et d'un internat. Ce sont ces 15 bougies que Publicitaires Associés a soufflé ce 1er décembre du côté de l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou. Une conférence publique est organisée à l'occasion et les communications étaient focalisées sur les métiers et textes régissant la publicité au Burkina, de même que l'apport des professionnels de la communication et de la publicité pour la paix, la cohésion sociale et le développement national. Compte rendu de Adam Nkiti et Oumou Sissé. Métiers et textes régissant la publicité au Burkina Faso, quel apport des professionnels de la communication et de la publicité pour la paix, la cohésion sociale et le développement national. Deux thèmes abordés à cette conférence publique. Une conférence qui entre dans le cadre de la commémoration du 15e anniversaire de Publicitaires Associés. 15 ans de sensibilisation, 15 ans de combativité. On a eu des acquis pendant ces 15 ans-là. On a eu une loi en 2015, la loi 080 CNT, qui régit un peu la publicité, qui est venue pour mettre un peu de l'ordre dans le secteur de la communication et de la publicité au Burkina Faso. Des acquis qui ont permis le rayonnement du secteur de la communication et de la publicité. Et l'apport de Publicitaires Associés est fort appréciable pour le département en charge de la communication. Le ministère a une claire conscience que au nombre des armes qu'il faut pour gagner la guerre qui nous est imposée, il faut dénombrer en bonne place la publicité et la communication. Cela justifie donc notre présence aux côtés de Publicitaires Associés. Il s'agit aussi pour nous de reconnaître et de saluer le travail qui a été abattu
durant ces 15 ans à nos côtés. Une synergie qui a pour objectif de faire évoluer l'environnement institutionnel et réglementaire du domaine de la communication et de la publicité. Un match de football, une remise de dons aux déplacés internes, une journée de salubrité et une soirée gala dénommée Nuit de la publicité vont meubler les 15 ans de publicitaires associés, annoncent les organisateurs. Page culture, la 5e édition des Réma, entendez par la rencontre musicale africaine, a pris son envol ce 1er décembre à Ouagadougou. 17 pays sont invités et pendant 3 jours, les festivaliers sont appelés à réfléchir sur l'économie de la musique africaine et à côté, ils auront droit à des showcases et des grands concerts. Konson Koulibaly et Amadou Marcialto. Rachid Ouattara annonce les couleurs des 5e Rima, les rencontres musicales africaines. Trois jours de mini-concerts promotionnels et de réflexion sur l'économie de la musique africaine, 17 pays sont mobilisés autour de la mutation des métiers de la musique. Nous devons aujourd'hui nous adapter. Nous devons nous rencontrer, nous devons partager nos expériences. Et 3 jours, ça va être 3 jours intenses. On pense que les Réma, cette plateforme-là, cette année, c'est vraiment une plateforme qui va permettre que les acteurs soient outillés avec les nouveaux outils et aussi pour mieux projeter, d'être des acteurs très professionnels. Vous savez que la musique, c'est aussi toute la structuration, il est question de cela. Mais aujourd'hui, avec le boom du digital, il est aussi question surtout d'adaptation, de s'adapter. Des panels, des formations, des rencontres professionnelles, les Rima 5, c'est aussi la journée Kid dédiée aux jeunes. Issouf Komporé, 50 ans dans la musique, et Gaou Production de la Côte d'Ivoire pour son engagement dans la culture africaine sont célébrés par les Rima. Que les Réma cette année, c'est une grosse formation qui réunit des pays de toute la sous-région ouest africaine et même au-delà de l'Afrique centrale aussi et du Burkina sur le métier de community management. Parce que nous pensons que c'est un métier qui accompagne les acteurs aujourd'hui et les entreprises et les artistes et qui permet donc de faire grandir les gains. Les Rima 5 prennent ainsi leur envol avec au programme 2 jours de showcase avec une vingtaine d'artistes musiciens et le grand concert de clôture prévu pour samedi prochain. Merci. Faisons à présent plus ample connaissance avec le métier de procureur. C'est du moins l'intitulé du livre du magistrat Sandaogo Antoine Kabouri. L'œuvre présente le procureur à travers ses missions, les règles qui gouvernent son action et le rapport qu'il entretient avec le ministre de la Justice, les officiers de police judiciaire et les auxiliaires de justice. Le métier de procureur a été dédicacé ce 25 novembre à Ouagadougou en présence de Bernard Kombilem et bienvenue dans ça. Le métier de procureur, un livre du magistrat Sandaogo Antoine Kabouri. En 170 pages, l'écrivain du monde judiciaire se propose de faire comprendre en quoi consiste le travail d'un procureur qui est très souvent critiqué aussi bien par les avisés que les profanes. J'ai décidé d'écrire sur ce thème parce que d'abord j'ai été dans le métier de procureur depuis le début jusqu'à une certaine époque et que c'est un métier qui est incompris. Il est incompris aussi bien des citoyens que souvent même de nos propres collègues à l'intérieur de l'institution. C'est la raison pour laquelle je voulais à travers les éléments exposés, tirés, n'est-ce pas, de mon expérience de terrain et de l'expérience des collègues, saluer ces acteurs de l'ombre qu'on ne voit que lorsqu'il y a des crimes, mais dont on ne mesure pas toujours, je dirais, la portée de l'action. Le livre est destiné à tout citoyen désirant savoir du procureur, acteur clé de la justice, afin que celui-ci puisse mener à bien l'exercice de ses fonctions. Je m'adresse aux Burkinabés. Donc vous verrez qu'on a travaillé au maximum à faire en sorte que le document soit accessible même aux non-juristes et donc au grand public pour permettre aux Burkinabés de savoir quel est le rôle de cette institution qui est un élément central dans leur protection. Donc il est accessible à tout le monde dans un langage, je dirais pas trop technique.
Les premiers lecteurs accueillent l'œuvre avec un grand intérêt. Il est disponible au prix unitaire de 8 000 francs CFA à la librairie Mercury. En sport, le Burkina s'associe à la fête du football mondial avec la deuxième édition de la Coupe des ambassades qui se joue à Ouagadougou. 11 ambassades et le ministère des Affaires étrangères sont à l'affiche. Le premier match a opposé le Burkina à la Turquie et ils se sont séparés par un score de 4-2 en faveur du Burkina. Suivons le résumé de la cérémonie d'ouverture avec Franck Ouedraogo et Christelle Dabré-Paris. La diplomatie parle de football. Pendant que 32 nations se mesurent au Qatar pour la 22e Coupe du Monde, 12 pays se jaugent à Ouagadougou pour la deuxième Coupe des ambassades. Un tournoi qui vise le renforcement des relations entre les différents pays. Le Burkina est représenté par le ministère des Affaires étrangères et les autres pays sont représentés par leur représentation diplomatique. Et cela permet justement à ce personnel diplomatique-là de fraterniser. Et cela, vous le savez, cela arrange beaucoup la coopération dans le cadre de certains projets que nous avons avec ces différents États. Après les civilités d'usage au Palais des Sports de Ouagadougou 2000, place au match inaugural entre le Burkina Faso et la Turquie. Les locaux dominent leur vis-à-vis à la mi-temps 3-0. À la reprise, les Turcs, soutenus par l'ambassadrice, réduisent le score mais s'inclinent à la fin 2-4. Je ne suis pas déçue parce que vraiment ils ont très bien joué. Ce n'est pas des professionnels, c'est des amateurs. On a encore à jouer avec demain une autre équipe et c'est le final et je crois que c'est pour l'amitié. C'est pour l'amitié qu'on joue. Ces cadres de rencontres-là sont rares parce qu'on se rencontre dans les salons feutrés et que si au-delà de ça on peut se retrouver sur le terrain pour continuer notre amitié et notre coopération. Je crois que c'est une très belle initiative. Le tournoi qui a commencé ce lundi 28 novembre prend fin le 3 décembre prochain. Les 12 participants sont en lice pour la succession de la présidence du Faso, détentrice de la première édition tenue en mai 2019. Et c'est ce qui referme ce Midi Magazine. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons un bon week-end en compagnie bien sûr de nos programmes.